Imposant, majestueux, jamais un véhicule n'a reçu autant d'honneur. Le T100 reste l'un des camions les plus performants de l'histoire du transport. Conçu en 9 mois, équipé de pneus les plus grands de l'époque, d'un moteur de 600 chevaux le plus puissant, le T100 a été de tous les records. L'histoire de ce vaisseau du désert est liée à celle du véhicule industriel dans la région Rhône-Alpes, en France et au-delà de nos frontières. Les années de gloire et de popularité sont préservées en photos mais aussi à travers des films d'archives précieusement gardés par la Fondation Berlier. Une richesse inépuisable et inestimable que nous vous proposons de partager. Le T100 comme vous ne l'avez jamais vu, dans son élément et avec les gens qui l'ont fait naître et grandir. L'histoire du T100 est liée à celle du pétrole et à celle du continent africain. Elle débute en 1956. Étonnamment, c'est à bord d'un avion que le plus grand camion au monde est imaginé. Lors d'un voyage au-dessus de la partie occidentale du Sahara, Paul Berlier pense à un vaisseau du désert capable de franchir en pleine charge tout sur son passage. Je pense que c'est ce voyage qui pour moi a été déterminant. C'était un essai de véhicule à l'époque entre El Golia et Timimoun. Puis on m'a pris en avion pour me montrer une base de la Shell. Et là j'ai vu les conditions très acrobatiques qui étaient nécessaires pour arriver à porter des tâches lourdes au milieu du grand air occidental. C'est-à-dire que c'était d'énormes barcanes successives et dans lequel il fallait trouver un moyen de ne pas avoir à démonter la totalité des moyens de forage pour les amener sur le site et les dresser d'un seul coup. Donc c'est là où j'ai vu à la fois qu'il fallait faire un camion plus léger que ceux qui étaient utilisés et un camion beaucoup plus lourd que ceux qui avaient été jusqu'à maintenant imaginés. Rentrant de ce voyage, j'ai convoqué les deux ingénieurs d'études, l'un qui était au bureau d'études de Paris et qui a dessiné le GBC 866 La Gazelle, et l'autre que j'ai chargé de faire un véhicule capable de passer avec 50 tonnes dans toutes les positions les plus acrobatiques. Berlier ne s'aventure pas par hasard dans le désert. L'aventure en Afrique a débuté pour Berlier bien des années avant. Les fameuses gazelles restent les emblèmes de ses nombreuses expéditions. Le constructeur lyonnais connaît bien ce milieu hostile à l'homme et à la machine. Des années d'expérience, de péripéties qui débouchent 30 ans plus tard sur le T100, aux côtés de la Gazelle. L'aventure a commencé en 1926. C'est mon père qui a fait un véhicule 6x4 qui était
je dirais, avec une commande mécanique sur l'ensemble des ponts arrière, puis ensuite de le réaliser même avec un pont avant, et qui n'était pas simplement ajouter un essieu pour que ça se passe un peu mieux. C'est pour dire qu'il a été le seul, ces 3 véhicules qui sont descendus en 26 jusqu'à Gao, ils sont descendus sans problème, si ce n'est quelques crevaisons de pneumatiques. On crevait tous les 200 km, c'était déjà pas mal. Mais également étant arrivé à Gao, ma foi, on fait demi-tour, sont montés à Alger, alors que leurs concurrents, les uns ne sont pas arrivés et les autres ont été obligés de prendre le bateau pour aller à Dakar et de Dakar revenir en France, le matériel ayant été absolument inopérant. Le Sahara devient une véritable et fantastique piste d'essai pour le constructeur lyonnais, qui désormais peut tester grandeur nature ses nouveaux véhicules tout-terrain. Tests de pneumatiques, de freinage ou d'endurance, les camions sont mis à rude épreuve dans des conditions les plus extrêmes. Le T100 n'est pas loin et ne tarde pas à prendre forme dans la tête des ingénieurs. Dès lors, le décor était planté. Restait à construire le véhicule adapté. Un véhicule qui allait ressembler à aucun autre. Nous avons cherché le plus gros pneu au monde. C'était un pneu de scrapper. Et nous avons cherché le moteur le plus puissant au monde. Et c'était un moteur de bateau. Donc j'ai fait un véhicule avec un moteur de bateau de 16 cylindres d'origine américaine et j'ai pris les pneus Michelin les plus gros qui étaient ceux qui étaient fabriqués pour le besoin de scrappers. Avec ça, nous avons fait un véhicule qui puisse porter les 50 tonnes en tout terrain ou qui puisse avoir une charge de 100 tonnes si le terrain était plus souple ou plus convenable. Dans cet immense hall, vous allez découvrir le plus gros camion du monde, conçu et fabriqué par Berlier, le T100, le 100 tonnes. Le voici. Ces roues ont un diamètre de 2,20 mètres. Monsieur Paul Berlier, directeur général adjoint des automobiles Berlier, et Monsieur Thibaudan peuvent être fiers de leur œuvre. Ces roues-là vont faire beaucoup de chemin et apporter de par le monde une nouvelle preuve de la vitalité et du dynamisme français. Elles pourront supporter jusqu'à 120 tonnes et pour la conduite et le freinage, 2 compresseurs d'air ainsi qu'une pompe de servocommande hydraulique libèrent le conducteur de tout effort. Voici les derniers boulons à serrer. Le T100 est prêt. On contrôle encore les circuits hydrauliques, on donne un dernier coup de pinceau, on vérifie le tableau de bord. Ils étaient tous volontaires. Voilà. C'était un enthousiasme collectif. C'était une mobilisation. Car au fond, non seulement il fallait dessiner au fur et à mesure toutes les pièces, mais il a fallu que l'ensemble des services, que ce soit les gens, les fondeurs, que ce soit les forgerons, que ce soit les emboutisseurs, que ce soit les usineurs, que ce soit même les moniteurs de l'école d'apprentis venaient travailler le samedi et le dimanche pour exécuter les pièces, parce qu'au fond, nous avons été capables, en 9 mois, le temps de faire un enfant, nous avons été capables de faire ce véhicule et de l'emmener à Paris pour le salon du mois d'octobre, alors que je devais donner l'ordre de le concevoir et le fabriquer le 6 janvier. Donc c'est dire que le niveau de, je dirais, de compétition, d'intelligence, de professionnalisme dont j'étais entouré, parce que ça ne pouvait être réalisé qu'à condition d'avoir autour de moi une équipe exceptionnelle. J'ai connu le T100 parce que j'ai participé à la construction des véhicules aux châssis spéciaux. Donc au premier qui a été la maquette,
Il est constitué surtout de grosses pièces. Et les dessinateurs et les projeteurs, il fallait qu'ils ont appris et réalisé des pièces, dessiner des pièces de grande dimension. C'était toutes des pièces hors normes sur lesquelles il a fallu les faire exécuter sur des machines d'outillage spéciales parce qu'aucun des moyens de production du camion normal n'ont pu être utilisés. Donc c'est des ateliers d'outillage de l'ensemble des bâtiments, puisque j'avais fait une installation où chaque bâtiment avait ses ateliers d'outillage, mais on a aussi bien tourné des pièces pour le tesson dans des ateliers d'emboutissage à la place de presse ou d'emboutis. Ce géant est à l'échelle du monde moderne. Il sera entraîné par un moteur diesel de 600 chevaux à la conquête des pays neufs, des régions désertiques et sur les chantiers des grands travaux. C'était une évolution sur tous les plans. Bon, on avait monté un moteur de Panhard pour avoir une pression suffisante pour la direction quand on manœuvrait le véhicule sans avoir fait tourner le moteur. Bon, en fait, si vous voulez, on avait véritablement été hors norme sur tous les plans. Car le problème, c'était de prendre l'ensemble de forage, de le coucher sur le véhicule et de le déplacer. Le moteur est ici, la boîte de vitesse était séparée. À l'époque, il y avait un embrayage à commande pneumatique. Et la boîte est aussi, toutes les vitesses se passaient avec une commande pneumatique. Les ponts, c'est issu de l'étude de Berlier. Ils ont une particularité en plus de ça, c'est qu'ils ont des freins à disque de chez Messier. C'était des freins qui équipaient les avions, des freins fermés. Les disques il y a 4 disques acier dedans. Donc là, il y a un petit moteur accessoire, c'est un moteur Panhard, de Dina Panhard, qui entraîne, quand on le met en action, un alternateur pour gonfler les batteries quand elles sont déchargées. Si le véhicule doit être déplacé sans que le moteur principal joue, c'est d'avoir une assistance de direction et puis une assistance de freinage. Là, il y a un Troy Garde-Vourt de 60 tonnes de traction directe. Le Troy qui permettait de descendre et de monter les tubes de forage, eh ben, on l'embarquait directement. Le châssis, c'est des longeons. Le longeon, il a une forte inertie. Hein, il est fait aux environs de 500 mm, mais avec des épaisseurs de 20. Et puis le plateau qui rentre aussi dans l'élément de solidité du véhicule. Et ça fait un longeon très épais, quoi. Les suspensions, c'est une suspension classique à lame semi-elliptique. Au niveau de l'énergie, il y a 2 réservoirs de 1000 litres chacun. Et bon, il fait pour ainsi dire, en tant que consommation, 1 litre au kilomètre. Le système de direction est constitué de 2 vérins qui commandent des bielles, un de chaque côté du cadre châssis. Il y a une particularité, vous pouvez distinguer dessous, là, il y a une poulie de renvoi qui permet, lorsqu'on passe le cob dessus, de troyer par l'avant, c'est-à-dire en reculant le véhicule ou en tirant avec le treuil, mais sur une masse placée devant le véhicule. Les cabines, elles ont été faites chez Delorme. Ça se passe comme un camion classique. Hein. Il y a beaucoup d'assistance dessus. La direction est assistée, le freinage n'est pas plus dur que ailleurs. On ouvre simplement des robinets. Et puis l'énergie, elle est stockée et elle se délivre en fonction de l'ouverture des robinets. C'était agréable parce que c'était souple, c'est souple. C'est un pneu X de basse pression. Comme tous les pneus X, il était tubeless et il permettait de descendre la pression à 0,9 bar. Et c'est ce qui a été mis au point et puis il était développé après. Et tous les camions ont été équipés comme ça. C'était au fond un gain de temps, un gain d'argent. On prenait un outil qui était à la dimension du problème posé. Et on n'était pas obligé de partager tous ces petits morceaux pour les rajouter ensuite.
Le Tessan effectue sa première sortie le 25 septembre 1957. Ce sont les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs des usines Berlier qui ont l'honneur de l'accueillir, 9 mois seulement après son lancement. Pour tout le monde, c'était une raison de fierté d'avoir été capable, dans un délai si court, de faire si grand, si gros, si exceptionnel. Le géant doit être convoyé au salon de l'automobile de Paris. C'est toute une caravane de poids lourds, d'automobiles et de motards qui escortent le Tessan, fraîchement sorti des usines lyonnaises. C'est aussi tout un pays qui l'accueille et l'acclame tout le long du parcours de Montplaisir à Paris, un événement largement couvert par les médias de l'époque. Dès le lendemain matin, l'annonce du passage de Tessan a mobilisé les habitants de la campagne et de la ville. Lentement, avec toute la majesté désirable, le plus grand camion du monde défile. Villefranche est déjà dépassée, et à Mâcon, les curieux ont envahi les balcons pour être les premiers à l'admirer et les seuls à le dominer, cependant que la police de la route veille à la bonne marche du convoi. Ainsi, sans histoire, se poursuit l'avancée triomphale du champion sur des routes qui paraissent sentiers, sous des ponts qui frôlent les 4,30 mètres de son toit, cependant qu'un avion virevolte au-dessus de lui. Et qu'un gendarme réfléchit à ce peu de choses qu'est l'homme. Et que les curieux apprécient le jeu qui consiste en se baissant à découvrir les voisins de l'autre côté de la route. Voici enfin L'homme et l'enfant, moderne version d'une chanson à la mode. Mais le pilote remonte dans sa cabine. Il dispose à bord d'un poste émetteur-récepteur de radio dont la portée est de 300 km et sa cabine est même pourvue d'un réfrigérateur conditionneur d'air. On part, lentement, avec la sagesse de ceux qui veulent aller loin, et les réflexions s'échangent sur les routes. Voilà le colosse qui transportera les derricks, les tubes de sonde, les pipelines à travers le Sahara. Il paraît que ces réservoirs contiennent 2000 litres de carburant qui lui permettent d'effectuer sans ravitaillement un parcours égal à celui de Calais-Perpignan. Tessan a droit aussi à tous les honneurs. Il continue à défiler dans des rues qui ont peut-être retenti du fracas des carrosses ou des diligences et il fait parfois d'étranges rencontres. Cependant, sur cette voie triomphale, il y a quelques difficultés à franchir, placées là comme pour le mettre à l'épreuve. C'est sans peine aucune que Tessan passe ainsi la déviation d'Avallon, de même qu'il attaquera demain sans peine aucune les régions les plus inaccessibles aux véhicules normaux. Le diamètre et l'énorme section de ces pneumatiques à basse pression suppriment en effet tout risque d'ensablement, la pression au mètre carré sur le sol étant à peu près la même que celle des pieds des chameaux. Mais après les difficultés de la campagne, voici la consécration de la ville. Avallon a mobilisé tous ses habitants pour acclamer le géant. Les trottoirs et les balcons sont pris d'assaut comme pour le passage d'un quelconque Tour de France. Voilà Tessan, entend-on, qui servira à la mise en exploitation du Sahara et aussi à l'exploitation des carrières, des mines à ciel ouvert et pour les chantiers de grands travaux d'une façon générale. Voilà un camion qui est un symbole. Nous revoici enfin sur la Grande Route en direction de Paris. Grande Route, c'est d'ailleurs une façon de parler. Aucune route n'est à l'échelle de ce géant et le doubler est un problème que certains ne résoudront jamais.
Plus on approche de Paris et plus la progression du Tessan devient triomphale. On l'acclame comme une vedette. On le photographie même pour l'album de famille. Tessan, indifférent comme un monarque déjà blasé, continue son petit bonhomme de chemin sous la pluie ou par beau temps, et à Joigny, comme à Villefranche, Mâcon, Châlons, Chagny, Saulieu, Auxerre ou Avallon, au milieu de l'enthousiasme général. La nuit succède au jour et nous voilà à Sens. Un jour nouveau paraît et amène la même curiosité qui est celle de toutes les générations. Lentement, prudemment, Tessan avance vers son rendez-vous de Paris et du salon de l'automobile. Tessan, sur le chemin de Paris, trouve encore quelques côtes à grimper, d'autres admirateurs. Voici le dernier soir qui est en vue, et Orly, capitale d'autres géants, et Paris, qui accueille enfin le Tessan au terme de sa voie triomphale. J'ai été très surpris, quand le véhicule est monté à Paris pour le salon, de voir qu'il a été tout le long du parcours entre une haie de gens dont il était le symbole de la fierté retrouvée après toutes les épreuves de la guerre, de l'occupation et des événements qui ont suivi. Enfin, les Français montraient ce dont ils étaient capables. C'était un peu peut-être comme après a pu être la Caravelle ou d'autres appareils. Mais enfin, si vous voulez, les Français se retrouvaient capables de faire mieux que les autres, de faire plus vite que les autres, de faire ce que les autres n'avaient pas encore pu imaginer. Tous les objectifs du monde braqués sur lui, cet athlète du poids lourd, plus photographié qu'une grosse vedette, défraye la chronique mondiale. En pleine forme, le géant débarque dans le port d'Alger. Dès sa sortie, le Tessan entreprend une tournée des pays et des salons. En avril 1958, il débarque à Casablanca, foulant ainsi pour la première fois le sol africain qui devient sa terre d'adoption. C'est à l'occasion de la foire de Casablanca, où le véhicule est exposé, qu'est décidée la construction de la société Berlier Maroc à Aïn Sebar. Poursuivant son périple, en septembre 1959, le Tessan participe en vedette principale au salon de Francfort. Il est modifié pour l'occasion. Repeint en rouge et gardant le toit blanc, le Tessan est désormais équipé d'un capot unique et surélevé, capable de recevoir le nouveau moteur de 700 chevaux. C'est tout un savoir industriel qui est exporté en même temps que le Tessan. Je l'ai emmené aussi bien au Maroc que je l'ai emmené en Allemagne. J'ai voulu montrer partout que nous étions des constructeurs qui étions capables de faire ce que les autres ne faisaient pas. Et quand je me faisais passer sous le camion Mohamed V ou Erhard en Allemagne, ça manquait pas de photographes, parce qu'il était là avec son cigare et bien, il en prenait quand même plein la vue. Nous avions là une victoire technique qui montrait que la France n'était pas battue. Sur le chantier de la grande aventure du pétrole, le virtuose apparaît. Il y a un relâche sur le plateau de la sonde. Le décor est démonté comme un grand mécano en pièces détachées.
900 tonnes de gros matériel à transplanter vers l'inconnu. Pendant son immobilisation momentanée, les heures tournent comme un compteur. 1 million par jour. Une cohorte de véhicules adaptés s'avance, chacun affecté à une exigence particulière. Le planning est rigoureux. Aucune défaillance n'est permise. Ce gros porteur lui-même est de la même lignée que son aîné. Une tactique de grande manœuvre, dictée par l'expérience. L'APTI. Du derrick au camion, tous les matériels sont à la mesure du grand œuvre. Le mât, les pompes à bout, les bacs, les groupes compound, chaque élément de la sonde est une masse indivisible à transporter. Les hommes du pétrole, ingénieurs et foreurs sahariens, venus de tous les coins de France, les mêmes équipes qui ont commencé avec un matériel de fortune et qui, pour tenir n'avaient que leur morale et leur solide bon sens, triomphent aujourd'hui avec un prodigieux synchronisme d'habileté et de moyens. Et voici qu'apparaît la nouvelle technique du transport extra-lourd. Il faut dire aussi que son besoin a été exprimé par la société Shell, qui voulait transporter des éléments de forage dans des endroits critiques, dans les ergs, sans réaliser une infrastructure importante de pistes, au cas où elle ne servait pas. Si le forage était inutile, qui ne rendait pas, ça faisait une dépense inférieure, quoi. Il fallait le faire descendre sur sa base, et il fallait construire sa base à Ouargla. Donc la base de Ouargla a été construite, et les descentes ne pouvaient pas descendre d'ailleurs directement d'Alger. J'étais obligé de les faire descendre par Colomb-Béchard et de faire le tour ensuite par Timimoun. Bon, on faisait une boucle parce qu'autrement les ponts ou les matériels, les largeurs n'étaient pas suffisantes pour arriver à faire passer le tesson. Donc il fallait donner au tesson une base sur laquelle on puisse l'entretenir, sur laquelle on puisse épuiser. Et nous avons fait la base à un endroit où l'emploi allait être, à mon avis, le plus important, qui était à mi-distance à la fois, je dirais, du grand erg oriental et du grand erg occidental. Donc, on a créé cette base et on a commencé à faire la démonstration avec des masses de 50 tonnes pour voir comment ça se passait. Et ça s'est bien passé. Le T100 entre dans la course au pétrole pour une étape capitale et s'adjuge la pièce maîtresse de la sonde, le treuil, masse de 35 tonnes. Juste à la hauteur, il hale lui-même sa charge sur son plateau. Le T100, outil clé du pétrolier du désert, emprunte l'itinéraire qu'aucun véhicule au monde n'a pu encore parcourir. Et avec lui, des mots nouveaux retraduisent le Sahara. Le T100 participe à de nombreuses expéditions. Certaines sont inattendues et même dangereuses, comme l'extinction de l'incendie du puits de pétrole MT1 dans le Gassier Tweel. Le géant approvisionne les techniciens de plusieurs tonnes de barytes qui serviront à éteindre la flamme de 130 mètres de haut.
Il y a eu quand même, pour ainsi dire, 3 sortes de véhicules. Il y en a eu 2 sahariens, le court et le long, le 2 et le 1. Il y a eu un véhicule particulier qui a été fait pour l'exposition de Tulsa en Amérique. Il avait la particularité d'avoir une cabine avancée qui était aux besoins de l'Amérique. Et puis il y a eu un véhicule qui a reçu une benne, et une benne chantier, et qui a travaillé principalement à Bessines et puis sur l'autoroute de Lyon, Lyon-Marseille. Le T100 reste aujourd'hui le camion le plus complet et sans doute le plus performant, alliant plusieurs technologies à la fois et modernes pour l'époque. Le T100 attire et repousse de par son volume. Les fous de mécanique et ceux de belle carrosserie se sentent séduits par cet imposant véhicule. Rien ne peut le stopper, ni le climat pourtant aride, ni les hommes impuissants face à une véritable bête des sables. Le T100 poursuit avant tout ses missions dans le Grand Erg oriental, pour lequel il a été conçu. Ses premières missions consistent à transporter le baryte sur les lieux de forage. Le géant sert aussi au transport de lourdes charges de matériel pétrolifère, derrick, treuil et autres matériaux dans des lieux inaccessibles pour les camions. Il est basé à Togourt en 1960 et repeint en rouge pour l'inauguration de la base du T100 numéro 1 à Ouargla, avant d'être repeint à nouveau en couleur sable. Et puis est venu un facteur que nous n'avions pas prévu, celui de l'indépendance de l'Algérie. Ah, alors c'est là où, au fond, nous nous sommes trouvés avec 2 T100 qui étaient sous le contrôle à ce moment-là de la Société nationale de transport algérien, et qui l'ont utilisé surtout pour des transports de baryte. Parce que dans le même temps, les pétroliers français avaient quitté l'Algérie. Donc les Algériens avaient fait appel à des foreurs américains qui sont venus avec leur matériel beaucoup plus petit que le nôtre, mais ils en mettaient du haut, ils disaient d'avoir un. Bon, mais c'était les Kenworth à l'époque qui devaient déjà faire 350 chevaux. Donc en fait, si vous voulez, on a changé d'opérateur et de technique par le fait que les pétroliers ont abandonné brusquement les différents emplois ou différentes utilisations qu'ils avaient mis en place, et nous nous sommes retrouvés, si vous voulez, dans des conditions tout à fait inattendues. L'indépendance de l'Algérie va marquer la fin d'une époque, celle des recherches pétrolières dans l'erg occidental, et la fin des T100. Trop volumineux,
Demandant trop de maintenance, après 22 années de service, les T100 vont être mis progressivement à l'écart. Difficilement réutilisables en simple véhicule pour d'autres transports, les T100 finissent dans des garages de fin de vie. Fort heureusement, les grosses pièces n'intéressent guère personne, ce qui permet aux T100 de ne pas être désossés, et le temps du désert va conserver au contraire ces anciens géants. L'air sec et le gardiennage ont permis de conserver dans les meilleures conditions les véhicules dont seuls les moteurs ne sont plus en état de marche, de quoi donner quelques idées aux plus nostalgiques. À la création de la Fondation Berlier, Paul Berlier demande au ministre algérien de l'Énergie de lui faire don d'un T100. Le constructeur lyonnais décide d'un nouveau défi, rapatrier le T100 à Lyon. Il s'agira du T100 numéro 2 qui est remis en état de nouveau en un temps record. Paul Berlier dépêche en janvier 1981 quelques hommes sur place pour donner une nouvelle vie au vaisseau du désert. En moins d'un mois, le T100 est nettoyé et repeint, prêt à regagner sa terre natale. Une fois prêt à prendre la route, le T100 entame une seconde vie. Il a été retrouvé dans des conditions de remorquage. C'est-à-dire que je dois rendre hommage quand j'ai vu le directeur de l'énergie auquel je lui ai demandé de m'en rendre un. Il en avait deux. Oh, il m'a dit oui, c'était un bon camion. D'accord, je vous en donne un. Alors nous avons été le chercher avec un tracteur puissant, 6-4, et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour... Les pneus, ils sont morts. Parce qu'ils avaient tout de même quelques années au soleil. On a été là-bas, le véhicule avait 6 pneus neufs. Et là, j'avais rien réclamé. J'avais regardé avec Michelin, qui m'a dit, je ne peux pas vous dépanner, puisque nous ne fabriquons plus en Europe ces pneumatiques. Ces pneumatiques sont fabriqués au Mexique, ou essayés, je ne sais pas où, dans ces zones-là. Et au fond, j'ai retrouvé l'initiative, la tradition arabe. On ne nous donne pas un cheval sans avoir le hardachement. Et on ne m'a pas donné le camion sans ses pneus. Et pour ça, représentait tout de même une dépense considérable puisqu'ils étaient neufs. Alors nous avons simplement eu à apporter quelques petites améliorations d'éclairage et de décabossage pour le remorquer ensuite jusqu'au golfe de Gabès, et du golfe de Gabès, l'amener à Sousse, le mettre dans un Roro et le ramener en France. Le 7 mars 1981, 3 mois seulement après le début de la restauration, le T100 numéro 2 rentre à la maison, à Vénissieux, qui l'a vu naître un quart de siècle auparavant. Il est aujourd'hui l'emblème de la Fondation Berlier. C'était, si vous voulez, quand je l'ai rapatrié, je l'ai mis en réparation à l'atelier des transports, et ça a été l'enthousiasme de tous ceux qui étaient au service transport de participer à sa restauration.
bien, tous nos visiteurs du Montelier demandent à ce qu'on prenne une photo, leur photo, devant le Tessan, et pas les autres camions. Au fond, il a signifié en somme la capacité d'être différent avant les autres, mieux que les autres. C'était tout de même, si vous voulez, pour moi, avec la création de la Fondation, qu'est-ce que je veux faire? C'était pas simplement pour Berlier, mais le problème, c'est l'histoire du transport routier avec toutes les inventions de tous ceux qui ont participé, qui s'appellent Lafley, qui s'appellent Latil, qui s'appellent qui vous voudrez, qui s'appellent Willem, qui s'appellent Bernard. Chacun a eu un grand moment d'un matériel exceptionnel qui lui ont permis d'avoir la faveur des acheteurs, parce qu'ils étaient plus légers, parce qu'ils étaient plus bas, parce qu'ils consommaient moins, parce qu'ils étaient plus jolis. Toujours est-il que ça a été des compétiteurs très solides, très sévères, et j'ai été quelquefois chercher dans des casses les vestiges de ceux avec lesquels je m'étais battu, pour dire, regardez comme ils ont été intelligents et comme ils ont été valables. Si nous avons fait 4 Tessans et puis nous n'avons pas pu en faire d'autres pour de multiples raisons, en particulier que les Américains n'ont pas voulu l'employer parce qu'ils étaient vexés de ne pas avoir été capables de faire les plus gros camions de l'époque, l'autre équipe qui était celle de Paris avec l'ingénieur Girard a fait la Gazelle. Alors si je n'ai fait que 4 Tessans, j'ai fait 36 000 gazelles. 36 000. Le Tessan reste le témoin direct du savoir-faire industriel français. Aujourd'hui, seuls 2 des 4 Tessans ont survécu. Le Tessan numéro 2, qui repose à jamais au Montelier, et un second Tessan qui reste la propriété des Algériens. Au-delà de l'aspect anecdotique et de ses exploits dans le Sahara, le Tessan a marqué les mémoires et l'histoire du transport de par sa conception pour l'époque. Il faut surtout redonner au moteur sa place. Pour arriver à vers des camions, je dirais, ayant une surface utile capable, on a mis le moteur dans la cabine, ou on a mis la cabine sur le moteur, si vous voulez. Mais à l'époque, les moteurs faisaient 120 chevaux. Aujourd'hui, ils en font 600. Demain, ils en mettront 1000. Alors on surélève les cabines pour arriver à refroidir suffisamment les moteurs, les turbos, etc. Mais il faut redonner 1,50 m nécessaire à partir de la base d'attache de la semi-remorque, comme font les Américains, ouvrir des capots dans lesquels l'ensemble mécanique sont accessibles, dans lesquels on peut atteindre tous les organes et les entretenir correctement. Il faut redonner à nouveau, comme les Américains le font, parce qu'eux n'ont pas eu cette restriction de la priorité du chemin de fer, des engins dont les moteurs sont aujourd'hui, je dirais, accessibles dans toutes leurs caractéristiques, qui sont elles aussi de plus en plus performantes, que ce soit au point de vue de la consommation, que ce soit la fiabilité, que ce soit le silence. Donc, au fond, redonnons de la liberté à la mécanique, autrement elle se vengera.
Le projet de construire un camion hors norme reste gravé dans la mémoire de l'histoire du transport. Le Tessan a été aimé, parfois jalousé, mais aussi copié. Le Tessan ne laisse pas indifférent.